Je vais vous faire la lecture du livre Amkoulel, l'enfant Paul de Amadou Hampâté-Bâ. Ce sera un audiobook. Pour ceux qui sont... Comment dirais-je? Il aurait taillé en français. But anyway, je vais lire avant-propos. La mémoire africaine. Plusieurs amis lecteurs du manuscrit se sont étonnés que la mémoire d'un homme de plus de 80 ans puisse restituer tant de choses, et surtout avec une telle minutie dans le détail. C'est que la mémoire des gens de ma génération, et plus généralement des peuples de tradition orale qui ne pouvaient s'appuyer sur l'écrit, est d'une fidélité et d'une précision presque prodigieuses. Dès l'enfance, nous étions entraînés à observer, à regarder, à écouter, si bien que tout événement s'inscrivait dans notre mémoire comme dans une cive vierge. Tout y était. Le décor, les personnages, les paroles, jusqu'à leur costume dans les moindres détails. Quand je décris le costume du premier commandant de cercle que j'ai vu de près dans mon enfance, par exemple, je n'ai pas besoin de me souvenir. Je le vois sur une sorte d'écran intérieur et je n'ai plus qu'à décrire ce que je vois. Pour décrire une scène, je n'ai qu'à la revivre. Et si un récit m'a été rapporté par quelqu'un, ce n'est pas seulement le contenu du récit que ma mémoire a enregistré, mais toute la scène. L'attitude du narrateur, son costume, ses gestes, ses mimiques, les bruits ambiants, par exemple les sons de guitare dont joue le griot Djily Madi, tandis que Wangrin me racontait sa vie et que j'entends encore. Lorsqu'on restitue un événement, le film enregistré se déroule du début jusqu'à la fin en totalité. C'est pourquoi il est très difficile à un Africain de ma génération de résumer. On raconte en totalité ou on ne raconte pas. On ne se lasse jamais d'entendre et de réentendre la même histoire. La répétition, pour nous, n'est pas un défaut. Chronologie. La chronologie n'étant pas le premier souci des narrateurs africains, qu'ils soient traditionnels ou familiaux, je n'ai pas toujours pu dater exactement à 1 ou 2 ans près les événements racontés, sauf lorsque les événements extérieurs connus me permettaient de les situer. Dans les récits africains, où le passé est revécu comme une expérience présente, hors du temps en quelque sorte, il y a parfois un certain chaos qui gêne les esprits occidentaux. Mais nous nous retrouvons parfaitement. Nous y évoluons à l'aise, comme des poissons dans une mer où les molécules d'eau se mêlent pour former un tout vivant. Zone de référence. Quand on parle de tradition africaine, il ne faut jamais généraliser. Il n'y a pas une Afrique. Il n'y a pas un homme africain. Il n'y a pas une tradition africaine valable pour toutes les régions et toutes les ethnies. Certes, il existe de grandes constantes, présence du sacré en toutes choses, relation entre les mondes visibles et invisibles, entre les vivants et les morts, sens de la communauté, respect religieux de la mère, etc. Mais aussi de nombreuses différences. Les dieux, les symboles sacrés, les interdits religieux, les coutumes sociales qui en découlent varient d'une région à l'autre, d'une ethnie à une autre, parfois de village à village. Les traditions dont je parle dans ce récit sont,
En gros, celle de la savane africaine, s'étendant d'est en ouest au sud du Sahara, ce que l'on appelait autrefois le Bafour, et plus particulièrement celle du Mali dans les milieux Poulo Toucouleur et Bambara où j'ai vécu. Rêve et prédiction. Une autre chose qui gêne parfois les Occidentaux dans les récits africains est l'intervention fréquente de rêves prémonitoires, de prédictions et autres phénomènes de ce genre. Mais la vie africaine est tissée de ce genre d'événements qui, pour nous, font partie de la vie courante et ne nous étonnent nullement. Il n'était pas rare jadis de voir un homme arriver à pied d'un village éloigné uniquement pour faire part à quelqu'un d'annonce ou d'instruction qu'il avait reçu en rêve à son sujet. Puis il s'en retournait tout naturellement, comme un facteur venu apporter une lettre à son destinataire en toute simplicité. Ne pas mentionner ce genre de phénomène au cours du récit n'aurait pas été honnête de ma part, puisqu'il faisait et font encore sans doute, dans une certaine mesure, partie de nos réalités vécues. Propos d'Amadou Hampâté-Bâ recueillis en 1986 par Hélène Ekman, légataire littéraire de l'auteur. Ok, ça c'était la préface. Prochainement, nous allons attaquer le livre.